Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde est bien installé. On va peut-être commencer parce qu'on va prendre trop de retard. Alors, je m'appelle Guillaume Delvin, je suis designer. Je suis ici parce que je suis cette année le designer invité par l'école pour le projet 3 écoles. Donc cette semaine, on est en plein workshop avec les étudiants. Et ce soir, c'était l'occasion de partager avec vous mon expérience, vous présenter un peu mon travail depuis que j'ai commencé. Donc ça va être assez chronologique, hein, c'est le plus simple pour moi pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc je vais vous parler des gens avec qui j'ai commencé, les premiers projets, puis tous les différents aspects de mon métier. Comme ça peut peut-être vous donner une idée assez plus concrète aussi de ce qu'on peut faire après. Alors, je vais être assez bref sur les études, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce par quoi je suis passé. Donc moi j'ai fait l'école de design de Nantes, qui est plutôt une école orientée design industriel. Donc la plupart des étudiants qui sortent souvent travaillent en entreprise en tant que designer intégré. Assez peu en tant que designer indépendant comme moi, mais tout est possible. De toute façon, notre métier, c'est ça qui est bien, on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut après en sortant, c'est vraiment l'avantage. Donc moi, les études à Nantes, et puis le tournant s'est passé en Italie, quand je suis parti à Milan pour mon séjour Erasmus. Donc pendant 6 mois, j'étais là-bas. J'ai choisi l'Italie parce que j'étais vraiment fan du design italien, de l'histoire du design italien, les grands designers me fascinaient. Et puis j'ai adoré le pays aussi, sa culture, la langue, donc j'ai eu envie après en rentrant en France, je me suis dit qu'il fallait absolument que je continue, que je retourne. Donc pendant les études à Nantes, on devait faire un stage assez long en entreprise et j'ai cherché à le faire à Milan, donc cette fois dans le cadre professionnel. Et ce stage, je l'ai fait, j'ai trouvé une agence qui m'a accepté et j'ai eu de la chance, ils m'ont proposé de travailler après mon diplôme, donc ça m'a permis de me lancer. Ils avaient à l'époque pris un très gros projet avec un client français, j'étais français, ça tombait assez bien, mon stage s'était bien passé, ça a été la ronde de lancement. Donc dans cette section, là, je vais vous parler de mes collaborations, parce que c'est assez important dans mon parcours, c'est que pendant de nombreuses années, travailler pour d'autres designers. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé, je ne me suis pas lancé tout seul tout de suite. Donc le premier travail, comme je vous disais, c'était en Italie, c'était chez George Soden, qui est un Anglais, mais qui a toujours travaillé à Milan, qui faisait partie du mouvement Memphis. Donc vous avez sans doute entendu parler en histoire du design, qui est un mouvement très important dans le design, qui a eu lieu au tout début des années 80. Lui, mon premier patron, à l'époque, il travaillait pour Ettore Sottsass, qui est un des plus grands designers italiens. Sottsass, à l'époque, dirigeait le design de la marque Olivetti. Et lui, il travaillait donc sur des machines, les machines à écrire, les premiers ordinateurs. Et en même temps, ils ont fondé ce groupe qui était vraiment dans la recherche et dans un design assez radical pour l'époque. Donc c'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Pour moi, c'était impressionnant de travailler pour quelqu'un comme lui. Et en même temps, on ne travaillait pas du tout sur des projets de ce type-là, ça c'était le passé. Quand j'étais là-bas, on travaillait, donc cette marque française c'était le groupe SEB. Le groupe SEB, c'est l'électroménager. Il possède la plupart des marques qu'on connaît, Moulinex, Roventa, Calor, Krups, Stéphane, etc. Et nous, ils avaient confié au studio de travailler sur toute une gamme de casseroles. Donc ça, c'est le premier projet sur lequel j'ai été mis. Donc c'était intéressant parce que tout de suite, du vrai produit industriel pur, le produit qu'on peut retrouver chez tout le monde, fabriqué à la chaîne. Donc il y avait beaucoup de contraintes. J'ai pu voir un petit peu tous les rouages de ce type de process. Donc c'était ce pourquoi j'avais été formé, plus ou moins. Donc c'était très bien. Et puis en même temps, je lorgnais un petit peu sur ce qu'avait fait mon patron quand il était plus jeune, et puis tout ce qui se passait surtout à Milan. Parce que c'est assez dynamique et c'est un peu une plaque tournante. Alors un peu moins maintenant qu'il y a quelques années, mais quand même.
Il y a beaucoup de designers étrangers, 90% des designers qui sont dans les studios là-bas viennent de l'étranger, de partout dans le monde. Et donc je me retrouvais au milieu d'une toute une génération de gens qui avaient envie de faire des choses comme moi, et ça m'a donné d'emblée l'envie évidemment d'apprendre mon métier dans l'agence et d'essayer de faire des choses tout seul. Ça, je vais en parler après parce que c'est un peu la deuxième partie. Alors, ça s'est passé en même temps, c'est un peu difficile pour moi de séparer les deux, mais quand j'en reviendrai tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Je suis resté 2 ans en Italie et puis après, je suis rentré en France pour des raisons plutôt personnelles. Je ne voulais pas faire ma vie là-bas. Et donc j'ai cherché du travail, j'ai trouvé à Paris. Il y a beaucoup de petites agences de design qui m'intéressaient, dont les Radi Designers. Olivier Sidet, qui enseigne ici, en fait partie. À l'époque, les Radi, ils s'étaient fait connaître à la fin des années 90 pour ce type de travail avec des pièces assez spectaculaires, jouant beaucoup sur l'image. Moi, quand j'étais étudiant, ça faisait partie de mes références, donc je les aimais beaucoup. Et il se trouve qu'à l'époque où je cherchais du travail, eux avaient été appelés par Moulinex pour créer toute une collection, cette fois, d'objets pour la cuisine. Donc je tombais vraiment au bon moment. J'avais le profil, j'étais quand même très jeune, mais je maîtrisais à peu près la 3D et j'avais déjà travaillé dans le domaine. Donc j'ai intégré leur équipe. Et on a dessiné on était 5 designers comme moi, en plus des 3 Radi à l'époque. Et ça a été 1 an hyper intéressant parce que c'était plus du tout la même approche que mon ancien patron qui était une autre génération tout simplement, donc je voyais aussi une autre manière de travailler. Je rencontrais aussi d'autres personnes, des Français là pour le coup, qui étaient intéressés par ce que j'avais fait à Milan et que j'ai impliqué aussi dans mes autres projets par la suite. Après, j'ai successivement rejoint d'autres studios un petit peu du même genre. C'était toute petite structure, un ou 2 designers fondateurs et puis une équipe autour très jeune de 2-3 personnes. Eux, c'est pareil, ils travaillaient dans le même registre. Alors, ils sont connus aussi pour leur travail sur le mobilier. Ils travaillent notamment pour Ligne Roset, Sina, Fermob, des marques françaises de mobilier assez intéressantes. Et en parallèle, ils avaient une activité un peu pour Tefal. Donc moi, c'est vrai que j'ai utilisé un peu ce filon-là pour gagner ma vie aussi, apprendre et puis rencontrer d'autres personnes. Donc là, c'est un autre projet d'une gamme qui utilisait un code couleur assez marqué et puis où il y avait à chaque fois une astuce en fait sur l'objet. Donc on a essayé de trouver, par exemple, le plus évident, c'est le grille-pain avec sa pince pour récupérer les tartines, où on lui donnait une vraie place dans l'objet. Donc c'était pas un couteau qu'on trouve dans le tiroir, mais là on est s'amuser avec ça et ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. La bouilloire, où on n'avait pas besoin d'ouvrir le couvercle, on faisait directement rentrer l'eau en le mettant sur le robinet. Enfin, il y avait des choses assez intéressantes qui s'étaient passées sur des produits vraiment pas chers. C'était l'entrée de gamme de la marque. Donc, ça aussi, moi je trouvais ça génial d'essayer, comme quoi le design est à tous les niveaux. Et puis j'ai travaillé à peu près 2 ans là-bas. Et puis ensuite, là on rentre dans le temps, en 2007, j'ai travaillé pour Mark Lawson, qui est une figure importante du design, qui est connue à l'international. Il s'est fait connaître au tout début par cette série de pièces qu'il a fait tout seul lui-même. Et qui sont aujourd'hui des pièces très très prisées et qui ont marqué l'histoire. Mais il travaille pour de grands groupes, il a travaillé pour Nike, pour Ford, pour Alessi, pour Swarovski, enfin j'en oublie plein de marques, et aussi des vêtements. Et à l'époque où j'étais là-bas, on travaillait sur des intérieurs d'avions. Donc il travaillait pour une compagnie aérienne, une compagnie australienne, parce qu'il est australien. Et son bureau était basé à Paris, maintenant il est à New York, c'est quelqu'un qui voyage tout le temps. Donc là aussi, j'ai rencontré une personnalité encore très très différente. C'était différent parce qu'il n'était pas beaucoup là, contrairement aux autres. Donc il était tout en déplacement, mais il avait
il savait transmettre tout de suite ses idées. C'était quelqu'un de très malin, très futé, très efficace, très bon dans ce qu'il fait. Et là, donc, le travail des avions, c'est assez technique. En tout cas, la technique arrive assez vite. Nous, on intervenait au début pour donner la direction, dessiner toutes les formes des fauteuils, aussi des assiettes, des tenues presque des employés. Enfin, ça allait assez loin. Et donc là, j'assistais aux réunions avec des gens de Boeing, des ingénieurs, sur des points très précis, sur des réunions qui duraient des journées entières où j'avais peu de choses à dire, mais le designer était bien pris en compte. Donc c'est aussi bien de voir comment ça se passe de ce côté-là. Et on devait garder le cap, faire en sorte que le projet soit bien ficelé jusqu'au bout. Donc encore une belle expérience. Et puis c'est à peu près... Voilà, j'entame une deuxième section parce que je vais vous parler maintenant des projets que j'ai fait de mon côté. Alors on remonte dans le temps. Vous vous rappelez, j'étais d'abord à Milan, dans cette agence avec George Soden, et j'étais entouré d'autres designers étrangers qui avaient envie de faire des choses comme moi. Donc à Milan, il y a le Salon du Meuble, qui est l'événement de l'année le plus important, et on avait envie de faire quelque chose et de se montrer à cette occasion-là, parce que c'était chez nous, donc tout était possible. On travaillait avec des gens qui faisaient pour nous des prototypes avec une machine qu'ils venaient d'acheter, qui à l'époque, 2004, était encore, même 2003, était encore relativement nouveau, donc ça nous intéressait évidemment. On n'était pas les seuls, mais on leur a proposé de monter une exposition vraiment autour de nous, le groupe de jeunes designers. Donc on a appelé nos amis qui travaillaient tous dans les plus grandes agences milanaises. On a constitué un collectif, on s'est pris en photo, on a déliré, on a fait des... En fait, on a essayé de faire le buzz parce que personne ne nous connaissait, nous attendait, donc on a fait des affiches comme ça, on a inventé un slogan qui s'appelait Industry Trust, parce que c'est à partir de poudre qu'on fabriquait ces objets, donc avec cette machine 3D, où a priori c'était pour faire des maquettes, mais nous on disait on peut aussi en faire des objets, parce que ça nous offrait une certaine liberté dans les formes. Et donc on a réuni tous nos travaux, on a dessiné une trentaine de pièces, je ne sais plus. On a fait la scénographie, on a fait le graphisme, on a fait des catalogues, on se baladait toute la semaine dans Milan, on collait nos autocollants sur les poteaux, presque sur le dos des gens. Et finalement, ça a bien marché, il y a eu beaucoup de monde qui est venu. Et donc voilà, moi c'était par exemple le premier objet que j'avais fait où je m'amusais avec la matière, le côté numérique m'intéressait et j'avais dessiné une lampe qui, dans sa forme tout à fait classique, ce qui m'intéressait c'était sa texture et de parler de ça. Donc là c'était plutôt de parler de la dégradation de l'image à l'ère du début d'Internet où finalement les images étaient assez moches. Il y avait une espèce de nivellement par le bas, donc je dénonçais vaguement par ça. En tout cas, pour moi, c'était l'occasion de produire quelque chose, de m'exprimer. Et puis, il se trouve que ça a eu tellement de succès qu'on a décidé d'aller plus loin et de les produire. Alors, dans cette matière-là, ça coûtait trop cher, donc on a cherché un peu quelle était la matière, et finalement, la porcelaine est arrivée assez vite comme étant un médium prêtait bien à ça. Donc on a choisi quelques-uns des objets qu'on avait dessinés. On est allé les fabriquer au début en Italie, parce qu'on avait savoir-faire là-bas. Puis après, on est allé ailleurs, on a essayé de trouver le meilleur rapport. Donc on a monté, avec les gens qui faisaient la société de prototype, on a monté une société d'édition. Donc on a inventé un nom, une identité, appelé d'autres personnes, on faisait de la direction artistique. Donc tout ça, en fait, alors qu'on n'avait jamais rien fait, mais comme eux n'avaient rien fait aussi, on s'est créé notre chance. Donc moi, par la suite, après, j'ai profité de cette occasion qu'on nous offrait, j'ai continué à dessiner d'autres objets, et tous les ans, avec notre groupe, on refaisait des expositions. Donc là, c'était l'année suivante, on était encore plus nombreux. Moi, j'étais de retour à Paris, j'avais invité mes amis parisiens à participer au projet, donc chacun proposait des choses plus ou moins farfelues. C'était des concepts parfois qui restaient juste à l'état de concept, de proto. Et puis de ça, quand même, naissaient des projets, notamment
notamment celui-là qui était important pour moi, que j'ai fait avec Yona Vautrin. On avait eu envie de travailler sur, en plus de la matière, rajouter une matière supplémentaire. Donc là, c'était le fil. Et la machine de prototypage nous offrait cette possibilité de faire des choses assez complexes. Si on avait su qu'on le ferait en porcelaine, on n'aurait pas dessiné ça parce que c'était trop compliqué à faire. Enfin, c'est possible, la preuve. On l'a fait après, mais là, le schéma était assez intéressant parce qu'on est parti d'une autre matière et puis après, ça nous a permis d'avoir un défi à relever. Et c'est vrai qu'il c'était un peu dans l'air du temps de vouloir jouer comme ça avec cette image du truc de la grand-mère qu'on se réapproprie. Et là, on le faisait sur un objet, donc il y avait quelque chose d'assez moderne en même temps mélangé avec la tradition, enfin, quelque chose qui parlait aux gens. Il y a eu beaucoup d'articles grâce à cet objet qui m'ont permis petit à petit de me faire connaître, ou en tout cas mon nom revenait dans les magazines, et les gens un petit peu pointus qui s'y connaissaient commençaient à dire tiens, c'est assez intéressant. Mais bon, pour le moment, j'étais quand même encore dans mon coin, je faisais des choses qu'avec ce client-là exclusivement. L'année suivante, vu que ça marchait bien, les histoires de texture, on se rendait compte qu'on pouvait faire des choses très fidèles par rapport aux fichiers 3D qu'on produisait, et on arrivait à les produire en céramique. On s'est donné vraiment ça comme idée, thème de travail, de faire une collection de contenants basée sur une texture comme ça. Donc on a eu cette idée d'avoir dans le même objet une partie parfaitement lisse, une partie texturée. Finalement, la partie lisse, c'était la plus dure à faire, parce que c'est toujours plus dur de faire des choses plates, droites et parfaites. Mais ça parlait bien, je trouve, de ces possibilités-là. Puis l'année suivante, on a fait une exposition un petit peu rétrospective de tout ce qu'on avait fait pendant 4 ans. On a montré toutes les pièces. Donc là, on avait une belle vitrine, en fait. Donc on était exposé, il y a eu 10 fois plus de monde que les fois précédentes. Le lieu était énorme. À Milan, c'est génial, ils ont des espaces, des anciens espaces industriels gigantesques. Donc quand on fait le tour du salon du meuble, il y a le salon lui-même, mais il y a tout ce qu'il y a en off dans la ville, dont des événements comme celui-là. Ce qui n'est pas simple, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a peut-être 200-300 expositions dans la ville en même temps, sur moins d'une semaine, donc pour que les gens nous voient, c'est pas non plus si simple, mais il y a toujours du monde. Et c'est grâce à cette expo quand j'ai été repéré par une personne que je ne connaissais pas à l'époque, on ne se connaissait pas personnellement. Il a apprécié ce travail et il m'a contacté. C'est un galeriste parisien, ce qui va nous mener à la phase d'après. Parce que pour moi, je ne sais pas vraiment simple, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je faisais des choses pour moi, puis avec ce partenaire assez privilégié. Et puis là, on touche quelqu'un d'autre. C'est un peu un autre tournant où on se rend compte que finalement, on peut intéresser d'autres clients. Et là, ça donne de l'espoir parce qu'on se dit, voilà, c'était pas pour rien, je m'éclate, mais ça intéresse du monde. Donc, c'est une galerie qui s'appelle la Tools Gallery à Paris, qui est une des quelques galeries de design. Il y a la galerie Créo, qui est peut-être la plus connue. C'est pas quelque chose de très répandu parce que c'est particulier, il y a un marché qui est très très petit, donc c'est le marché, c'est-à-dire c'est qui va acheter des pièces, donc c'est des pièces qui sont en série limitée, donc des pièces très chères par essence, qui sont faites dans des beaux matériaux, on fait tout du mieux possible. C'est une grande chance pour les designers de pouvoir travailler avec une galerie parce qu'on peut faire des pièces qu'on n'aurait jamais l'occasion de faire en temps normal avec une entreprise normale. Donc il vient me voir et il me propose de faire un objet pour sa galerie. Donc moi, à l'époque, je travaillais beaucoup sur le verre avec un souffleur de verre suisse avec qui on avait développé un travail autour de la superposition des pièces de couleurs transparentes mais de couleurs. Donc j'ai développé ce travail avec la galerie sur une lampe qui permettait, en enlevant ou en superposant les couleurs, de créer différentes ambiances lumineuses, plutôt chaleureuses, plus froides. Et puis aussi développer juste mon propre langage formel au travers d'un objet là de haute facture. Donc ça m'a permis de rentrer dans ce milieu-là.
Puis ensuite sont venus progressivement d'autres personnes à moi. Donc au début c'était principalement des jeunes éditeurs, ce qu'on appelle, on utilise beaucoup ce terme-là, et c'est vrai qu'en France il y a quelque chose d'assez particulier quand même, qui a commencé à peu près à cette période-là, il y a 6-7 ans. Beaucoup de marques, de maisons d'édition se sont lancées en s'entourant de la génération des 25-35 plutôt françaises, et en essayant de créer plutôt des petits objets, parce que des gros meubles c'est compliqué. Et ça a permis de faire parler du design français un peu partout dans le monde. Donc il y a eu des marques comme La Chance, Petite Friture, Moustache, enfin, j'imagine qu'il y en a certaines qui vous disent quelque chose. Et moi, c'était Spécimen à l'époque, qui était aussi une de ces entreprises-là, qui m'a demandé de dessiner un objet. Et puis c'est pas celui-ci, mais celui-ci je vous le montre parce que c'est intéressant. On a fait pour la première expo une scénographie, je me suis occupé de la scénographie. Et le lieu était rempli d'étagères, c'était un bureau. Et on s'est dit qu'ils avaient envie de faire un objet que les gens pourraient acheter, qui ne coûterait pas trop cher. Et donc une lampe, c'est bien aussi, il y a un achat un peu coup de cœur, on peut avoir une lampe en plus. C'est toujours quelque chose qui fonctionne assez bien. Et donc j'ai essayé de trouver une idée autour d'une lampe pas chère, il y avait des étagères, donc j'ai trouvé cette idée d'accrocher ma lampe comme ça, qui paraît un peu bête, mais finalement, au début, c'était juste pour la scéno, puis ils se sont rendu compte que ça marchait bien, donc on l'a fabriqué réellement, et puis on l'a vendu. Donc parfois, les projets naissent aussi comme ça, de contextes un peu particuliers. Donc là, j'avais utilisé une douille, une ampoule visible, un fil, tout était très standardisé, et j'avais juste dessiné cette pièce en bois découpée, qui permettait d'assembler tout ça ensemble. Un projet radicalement différent qui est venu assez vite, d'une opportunité. C'était au moment où je travaillais chez Mark Newson. On avait des projets aussi d'aménagement d'intérieur d'aéroports. Et pour ces projets, on travaillait avec des gens qui faisaient du mobilier. On s'est rendu compte qu'ils faisaient du mobilier pour la grande distribution aussi. La grande distribution, c'est Conforama, Fly, But, et même les supermarchés qui vendent du mobilier très très peu cher. En concurrence directe avec Ikea. J'ai travaillé à l'époque avec un architecte qui était mon collègue, et lui était assez opportuniste, il savait provoquer les gens, donc il leur a dit: mais ça vous intéresse, les designs de chaises, de projets, vous faites ça? Non, on n'a pas l'habitude, mais si vous avez des idées, on peut jeter un œil. Donc on s'est mis ensemble, on a dessiné énormément de projets, de chaises, surtout. Donc on savait que la contrainte c'était que ce ne soit pas cher, que ce soit empilable ou démontable, en gros que ça puisse se mettre dans un maximum dans un conteneur pour traverser l'océan, et donc ça c'était la base. Donc on leur a proposé des projets, et puis celui-ci leur a beaucoup plu, et ils ont décidé de le prototyper pour ensuite le proposer à des grandes enseignes. Donc mon client c'était pas directement Fly, ils ont réussi à le vendre à Fly, donc c'était une bonne chose, c'était l'objectif. Mais c'était pas eux mon commanditaire. C'est un peu encore une autre manière de travailler. Et là, l'astuce, en fait, c'était pour que ça ne revienne pas trop cher, donc c'est en bois. Les pieds, ils sont tout droits, en fait. Il n'y a pas du tout de découpe, il y a très peu de perte de matière. Pour arriver à avoir un pied droit à l'arrière, on avait trouvé cette idée de rajouter une pièce un peu qui faisait la cale, qui permettait de donner l'angle. Voilà. Et puis en plus, on nous permettait de signer l'objet avec ces deux vis qu'on mettait en valeur. Donc on racontait quelque chose autour de ce point-là qui était finalement le point de départ. Donc incursion dans le monde de la grande distribution, puis retour à la galerie. Donc c'est un peu le grand écart. J'aime bien essayer de jongler entre tous ces univers-là. Donc la galerie qui m'avait appelé au début, cette fois, 2-3 ans plus tard, me confie une exposition complète. Je devais dessiner plusieurs objets. Donc là, l'idée c'était d'essayer d'explorer, pas se cantonner à juste faire des lampes, mais essayer de dessiner une table, une assise, un miroir. Donc là, c'était un gros travail pour moi. Pendant 1 an et demi,
chercher de mon côté, à lui proposer. Donc là, c'est presque carte blanche quand on travaille dans ce contexte-là, mais ça permet d'affirmer un petit peu plus sa patte et de voir un petit peu si on arrive à avoir une vraie écriture personnelle, quelque chose qui ressort de ça. Donc il m'a fait confiance, on a réalisé que ça a bien marché. Je vous les montre pas toutes, mais là par exemple, j'aime beaucoup. Ça m'a permis d'explorer un peu ce travail assez sculptural que j'aime bien mener sur cette table très massive et où je montre aussi cette idée qui revient souvent dans mes projets d'avoir peut-être deux niveaux où on peut exploiter la table de manière un peu différente, où chacun se l'approprie, où ça crée aussi une sorte de paysage, enfin quelque chose qui est un petit peu moins standardisé de ce qu'on peut acheter couramment. C'est sûr que là, c'est aussi le moyen de se lâcher un petit peu sur des choses comme ça. En parallèle, de temps en temps, je réponds, enfin je suis invité, par exemple là, c'était les Designers Days, qui est un événement qui a lieu à Paris au mois de juin, où ils organisent des expositions, et là ils mettaient ensemble un artisan avec un designer. Donc en fait à Pantin, qui est une petite ville à côté de Paris, il y a un centre où il y a beaucoup d'artisans qui les mettent en valeur. Et la démarche était un petit peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude dans ce genre de choses. Là ils ont proposé, ils avaient par exemple 10 artisans, ils ont demandé aux artisans de choisir leur designer, et pas l'inverse, qui est assez intéressant parce que c'est souvent l'inverse, et finalement les artisans le vivent pas toujours très bien parce qu'on vient les appeler juste pour vraiment produire un projet qui est déjà dessiné. Et moi, la céramiste qui s'appelle Élise Lefebvre, qui est installée maintenant à Limoges d'ailleurs, me l'a dit tout de suite. Ça me dit, je n'aime pas travailler avec des designers, vous êtes vraiment borné, vous ne comprenez rien à la matière. Enfin, elle m'a cassé d'entrée de jeu, donc ça commençait bien. Mais en même temps, voilà, il y avait un challenge, quoi. Donc je ne suis pas arrivé avec des dessins tout de suite à lui proposer. Donc je suis allé la voir dans son atelier sans rien, juste regarder comment elle bossait et essayer de comprendre un petit peu sa manière de travailler. Et puis je voulais qu'elle sorte quelque chose, qu'on arrive à travailler ensemble et que ça vienne un peu d'elle. Donc finalement, en griffonnant 2-3 trucs sur un bout de papier, en discutant beaucoup, des choses qu'on commençait à mettre. Et on a eu envie de travailler purement sur la matière et ses difficultés. Et justement, ce qu'elle me disait à chaque fois, c'est qu'en tant que designer, on cherche toujours à avoir des choses rectilignes, géométriques, pures, ce qu'elle aime bien, hein, mais elle dit que c'est un enfer à faire en céramique. Donc on est parti de ça et on a joué sur justement les difficultés de la matière. Et notamment le fait que ça s'effondre parfois, au passage au four, il y a des surprises. Donc là on a créé notre contenant justement en jouant de ça, et le creux semble être une erreur presque au four de cuisson, alors qu'en fait c'était tout à fait voulu. Et d'ailleurs pour arriver à ce résultat-là, il a fallu faire pas mal de tests, parce que les premières fois ça s'effondrait tellement que ça ressemblait plus à rien. Après on changeait la composition et puis ça restait totalement droit. Et bon, c'est raté, la démonstration ne marche pas. Et puis bon, finalement on a réussi. J'aime bien en fait l'expressivité de cette pièce qui est un petit peu à part, mais voilà, il y a une histoire derrière. Une autre partie de mon travail, quand je vous disais en Italie, j'avais monté avec d'autres, une sorte de petit groupe d'autres designers, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et quand j'étais de retour en France, on parlait beaucoup avec mes amis et on a eu envie aussi de faire quelque chose à nous, surtout qu'il ne se passait pas grand chose. On allait au salon du meuble de Paris, ça existait encore, mais il n'y avait rien de ce type-là. Il y avait ce qu'on appelait des collectifs, mais c'était des gens qui étaient mis ensemble par quelqu'un d'autre et qui amenaient chacun leur projet, et on les posait côte à côte parce qu'ils étaient regroupés soi-disant sous un thème, mais ce n'était pas réellement un travail collectif. Donc on s'est mis ensemble, on venait d'écoles différentes. Il y en avait qui avaient fait l'ENSI à Paris, d'autres qui avaient fait les Arts Déco, l'école de Reims, l'école de Nantes. Mais on avait la particularité de tous
travailler quand même dans des petites agences, donc être en freelance, avoir une certaine liberté de mouvement, liberté de temps aussi, parce que bon, c'est pas évident, mais on se retrouvait le soir dans des cafés au début, et puis on bossait, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire. On n'avait rien, on n'avait pas de commande, on n'avait pas de lieu, pas d'argent. Donc on s'est créé une méthode de travail, un peu comme ce qu'on peut faire dans une école, où on travaillait par petits groupes, et puis après on montrait ce qu'on avait fait. Parce que c'est dur de lâcher comme ça les idées devant tout le monde. On avait l'impression de revenir sur les bancs de l'école, donc c'était un peu curieux au début. Et puis au bout d'un moment, en se connaissant, ça commençait à se dérider un petit peu, et des choses finalement qu'on n'aurait jamais sorties tout seul sont apparues. On a gagné une bourse, presque par hasard, mais cette bourse nous obligeait à rendre quelque chose. Donc on avait un objectif de 2 ans pour produire un travail et de l'argent. Donc on a monté une exposition au lieu du design à Paris, et on a montré tout ce qu'on avait fait, mais c'était un travail assez théorique, beaucoup de dessins, des tonnes de dessins, des maquettes. On n'avait pas réussi à fabriquer en vrai ce qu'on avait fait, parce que c'était des idées tellement folles que les projets... ça, c'est un exemple, était pas infaisable, mais réclamait beaucoup trop de moyens. Donc on a préféré montrer tout le travail, mais sous forme. Là, c'est comme dans un livre où on a montré des maquettes, des grands dessins, des photos. Et puis on a exposé après notre travail aussi dans d'autres endroits, en Belgique. Enfin, c'était intéressant. Après, le temps passait et on avait de moins en moins de temps, justement, chacun a consacré à cette activité-là, mais ça nous est arrivé encore l'année dernière de refaire un projet ensemble, cette fois-ci une installation, toujours pour le Designers Day, dans le Centre national de la danse, où on nous a demandé de ne pas toucher au sol, pas au mur, c'était un peu dur. Et par contre, heureusement, au plafond, il y avait plein de structures pour les danseurs pour installer des décors. Donc on est parti de ça et on a imaginé des grandes formes que les gens pouvaient, avec des perches, venir déplacer, parce que ça coulissait sur des sangles. C'était quelque chose d'assez interactif et drôle. Enfin, il se passait quelque chose, là. C'était pas figé. Le spectateur intervenait. Et ça, c'était la démarche. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose ensemble, avec ce collectif, on se pose la question, on part de zéro, en fait. On est un petit peu... c'est pas notre propre travail, c'est un travail en groupe. Là, je reviens à mon travail plus personnel. Ça a mis du temps avant que je puisse vraiment vivre juste de mon travail. Donc, vous avez compris, je travaillais pour d'autres. Progressivement, je travaillais de moins en moins pour les autres, de plus en plus pour moi. Mais c'est vrai que sur des projets de galeries ou de petits éditeurs, on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc j'avais du mal. Mais bon, petit à petit, c'est arrivé et j'ai pu créer mon petit bureau. Donc au début, j'étais tout seul pendant quelques années, et puis après, j'ai pris un stagiaire. Et puis là, maintenant, je travaille avec un assistant, un designer freelance, qui travaille 3 jours, 4 jours par semaine. Donc voilà, ça reste quand même minuscule. Hein. C'est pas du tout une agence. Je ne suis pas au stade des gens pour qui j'ai travaillé, qui avaient des très grands bureaux avec du matériel, des ateliers, etc. Mais bon, c'est aussi ça. On peut faire beaucoup de choses dans nos métiers, tout seul ou à deux. Ça, c'est un projet que j'ai fait. J'étais approché par La Redoute à l'époque, qui travaillait, je sais pas si... Non. Un directeur artistique qui s'appelle Sam Baron, qui est un designer aussi, qui m'a demandé si ça m'intéressait de le rejoindre sur l'histoire, c'est-à-dire de dessiner 1, 2, 3 pièces pour la collection qui s'appelle Capsule, qui est comme ils font dans le vêtement, que pour une saison, où on crée une ligne de meubles pas cher, vendus maintenant essentiellement en ligne. Et donc là, c'est fabriqué en Asie. Donc c'est un petit peu les mêmes contraintes que dans les grandes distributions. Donc il fallait quand même l'objectif que m'a donné Sam, c'était qu'on retrouve mon travail, mon style, vraiment ce qui m'intéresse au travers d'un objet simple à fabriquer et accessible. Donc cette table l'aura plu, et c'est vrai que
elle jouait à la fois sur ces différences de niveau, un peu comme la table massive en bois que je vous montrais tout à l'heure. Mais voilà, ça reste du plateau très basique, des tubes soudés, vissés. Comme quoi on peut réussir à retranscrire certaines idées de plein de manières différentes. Il n'y a pas forcément besoin que ça passe par des choses luxueuses. Ce projet-là, j'aime bien, parce que c'est un travail que j'ai fait avec un petit éditeur qui ne vend pas en grande distribution, ou même, enfin, ça reste quelque chose qu'on trouve, il faut aller le chercher. C'est dans des boutiques qui vendent des produits de designers, mais il y a un peu plus grande liberté. C'est que là, je pouvais explorer cette idée que j'avais eue en galerie, d'avoir un miroir qui est plus qu'un miroir, qui s'étend, qui devient une tablette. On peut poser quelque chose à côté, voire derrière pour le cacher, ou en tout cas pour un peu moins le voir, exploiter cette profondeur en décollant le miroir du mur. Donc j'avais eu cette idée à la base pour la galerie où c'était tout réalisé en inox poli, c'était magnifique mais ça coûtait très cher. Et puis là, pareil, j'ai réussi à retranscrire ça à travers un objet un peu plus simple. D'autres projets de ce type-là aussi, où c'est par exemple un tabouret que j'ai réalisé pour Supérette, une autre petite maison d'édition, luxembourgeoise, et où je misais tout sur un détail dans l'objet. Donc j'aime bien qu'on ne s'est pas trop surchargé pour la lecture de l'objet, assez claire, simple, et on comprend un petit peu où j'ai voulu dire quelque chose. Donc là c'était l'accroche entre l'assise et un des trois pieds que je mettais en valeur avec une assise qui est pliée comme ça. Et c'est pas grand chose, mais ça indique aussi un peu une manière de prendre l'objet, de s'asseoir peut-être à califourchon. Enfin, chacun se l'approprie réellement, cet objet. Un petit peu dans le même genre, c'est un travail que j'ai fait avec une autre société qui est plus jeune, qui s'appelle Arto. Et là, ce qui était assez amusant, c'était d'imaginer un projet en créant un univers graphique. Donc au travers du tapis, ça a commencé par le tapis, et on est arrivé à ces idées de plans d'eau, de surface qui peuvent évoquer une piscine, ou alors certains y voient du carrelage. C'est un peu libre comme ça, mais ça nous a donné après l'idée d'objets, d'accessoires par rapport à ça, qu'on n'aurait pas eu non plus en pensant juste à un tabouret. Donc c'est plus un objet compagnon, valet de chambre, qui marche très bien aussi en salle de bain. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que je continue aussi à participer à des expositions. Alors, il y a eu celles du début qui m'ont permis de montrer mes premiers objets. Et puis régulièrement, j'essaie de participer aussi à des événements. Alors là, c'était une expo qui s'appelle Nouvelle Vague, qui était organisée à Milan. Le journaliste qui organisait ça avait choisi plusieurs designers français qui, selon lui, représentaient. Alors, c'était son choix à lui, mais représentaient un petit peu ce qui se faisait intéressant. Donc avec des styles assez différents. Et moi j'avais mon espace. Le deal avec lui, c'était de montrer des objets très récents et aussi des productions non éditées, c'est-à-dire des choses que j'avais fait moi-même en prototype et que je voulais présenter comme étant voilà, ce que j'avais à montrer maintenant, et pour éventuellement séduire de nouveaux clients. C'était aussi ça le but. Donc j'ai montré des prototypes comme cette table. Cette petite table d'appoint, bout de canapé aussi, et ça marche pas à tous les coups. Par exemple, ces pièces-là, j'ai pas trouvé de gens. Alors, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés, mais ça s'est pas fait pour des raisons différentes. Soit c'était pas adapté au niveau matériaux, à ce qu'ils pouvaient faire, ou voilà. Enfin, il y a plein de raisons. Mais par contre, par exemple, j'avais présenté cette lampe que j'avais imaginée de mon côté, fait prototyper. Et là, c'est un éditeur de lampes italien qui s'appelle Fabian qui l'a repéré et qui m'a proposé de la faire pour eux. Donc voilà, c'était aussi, rien que pour ça, ça valait le coup. Ils m'ont rencontré et connu grâce à cette expo. C'était hyper important pour moi. Fabian, ce qui est différent des autres éditeurs avec qui j'avais plutôt l'habitude de travailler avant, c'est qu'ils sont spécialisés dans le luminaire. C'est vraiment leur truc. Ils font pas de table, ils font pas de coussin, tout ça.
Donc ils connaissent très bien leur métier, les matériaux, le verre, le métal. Les Italiens sont assez forts là-dedans, il y a plusieurs marques qui sont très reconnues. Flos, Artemide, Foscarini par exemple. Et Fabienne en fait partie. Donc là, ça me permettait aussi de rejoindre une marque de premier niveau qui travaille avec des designers internationaux. Donc pour moi, j'étais fier de ça aussi, d'accéder petit à petit à ce genre de marque. Ensuite, j'ai été repéré par une directrice artistique, parce que c'est dans ce cas-là, c'est comme ça que ça se passe, par Hermès. C'est vrai qu'on me pose souvent la question de comment j'ai commencé à travailler pour eux. Hermès, c'est très gros comme groupe, même si ça reste finalement relativement familial à la direction. Ils ont des sections, par exemple, il y a tout ce qui est foulard, tout ce qui est maroquinerie, c'est d'un côté, et ils font beaucoup de choses. Et le secteur des objets était un petit peu vieillissant. Et ils avaient recruté quelqu'un qui était là pour essayer de rajeunir un peu la production chez Hermès des objets, tout en gardant l'esprit de la marque. Et la directrice artistique connaissait mon travail depuis des années, sans que je sache, mais elle suivait un petit peu ce que je faisais, et quand je l'ai vu la première fois, j'ai remarqué que derrière son bureau, il y avait un de mes premiers vases, donc j'étais bien content. Et elle m'a dit, voilà, je vois ce que tu fais, et je pense que là, ce serait intéressant que tu essaies de travailler pour nous, parce que, à mon avis, tu peux tout à fait te plaire là-dedans. Et donc, le premier sujet qu'ils m'ont donné, c'est de faire un vase. C'est vraiment pas simple, parce que autant avec les petits éditeurs, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment la patte du designer, ce qu'on va pouvoir apporter. Ils communiquent beaucoup sur nous. Hermès, c'est pas du tout ça. Hermès, c'est la maison Hermès, et le designer n'est pas du tout starifié comme ça, où on ne cherche pas à nous mettre en avant, où il faut justement arriver à se fondre, à comprendre vraiment ce qu'est la marque. Donc j'ai beaucoup travaillé, ça n'a pas été, c'est pas venu tout de suite. Puis ils ne savaient pas trop m'expliquer non plus pourquoi c'était Hermès ou pas. Et puis un jour, je suis arrivé avec de nouvelles recherches, ils m'ont dit, ah là tu vois ça y est, tu as compris, ce vase, cette idée. Alors là, cette photo, je la trouve jolie, mais on ne comprend pas forcément bien l'objet, mais vous voyez sur la gauche, c'est celui qui est noir, donc c'est un vase qui fait à peu près 30-40 cm de haut, qui est en bois, laqué, donc une magnifique laque, il y a une pâte en cuir, qui est un de leurs signes distinctifs qu'on retrouve sur plusieurs de leurs objets. Donc j'avais repris ce symbole, je l'avais agrandi, j'avais mis comme signature sur les objets, et puis les objets en eux-mêmes parlaient de cette idée de cuir, de souplesse, de matériaux qu'on vient refermer comme ça. Donc il y avait au final quelque chose qu'on peut lire comme assez simple, mais il y a pas mal de codes derrière. Et puis c'est incroyable comment c'est le client avec qui je travaillais qui réalise les plus belles pièces, qui va le plus loin dans le détail, qui est vraiment très exigeant. Donc ça c'est un cadeau pour nous, parce que nous en tant que designer, la plupart du temps on est ultra exigeant, mais c'est pas évident d'avoir un objet qui répond vraiment exactement à ce qu'on veut, donc il faut souvent faire des compromis. Là, il y a très peu de compromis. Et puis après ça marchait, donc j'ai continué à travailler pour eux. On a fait plusieurs gammes d'objets, donc ils m'ont mis sur le thème du bureau, des accessoires de bureau, avec des choses réalisées en bois sculpté, mais qui évoquent le bois plié. C'est vraiment ça paraît pas comme ça, mais c'est des vraies prouesses techniques. Un projet aussi de photophore, qui est avec une base en bois aussi, qui est taillée dans... C'est pas taillé dans un bloc, mais c'est quand même quelque chose qui est creusé, très souple, au toucher, très beau. Et la pièce au-dessus qui est en biscuit de porcelaine, réalisée ici, pas à l'école, mais à Limoges. Et donc avec la lumière, ça marche très bien. Là, je vous montre ça aussi parce que les photos, c'est moi qui les réalise. Alors pas avec, en fait, je travaille depuis des années avec un photographe. Qui est voilà, un ami maintenant, et on fait ce travail le plus souvent possible pour vraiment essayer de sublimer les objets, pour qu'on ait une belle trace de quelque chose qui raconte aussi une histoire, rien que par la photo. Donc j'attache beaucoup d'importance aux photos que je fais, c'est pas juste à chaque fois, ça peut être sur fond blanc, très bien, très simple, mais c'est vrai que de temps en temps on se fait plaisir à essayer d'inventer
vraiment un concept autour de ça. Donc là, c'est un des exemples. Alors, un projet, enfin, il y en a eu beaucoup. C'est très important pour moi, c'est Tefal. C'est-à-dire qu'un jour, quand je commençais justement à essayer de travailler tout seul, pour moi, Tefal m'a appelé. J'avais travaillé pour eux au tout début, vous vous souvenez, quand j'étais en Italie, c'était mon client à l'époque, c'était le premier projet sur lequel j'ai travaillé. La personne qui dirigeait le design, mais qui dirige toujours d'ailleurs, se souvenait bien de moi, elle m'avait suivi elle aussi depuis toutes ces années, et m'a dit là, je pense que tu es mûr, maintenant ça serait intéressant qu'on essaie de travailler ensemble sur une gamme spécialement pour nous. Donc au début ils m'ont mis en concurrence quand même, avec, c'était pas non plus comme ça, on m'a pas donné les clés tout de suite, mais ils ont testé aussi une autre petite agence, et puis bon, je les ai plus convaincus, donc on a commencé à travailler. Là ça s'est un peu calmé, mais pendant 3 ou 4 ans j'ai fait plusieurs projets, alors là c'en est 2 parmi des dizaines. Donc j'ai pu revenir aussi à mes premiers amours, à ça, au design purement industriel, et c'est génial parce que là maintenant ça m'arrive de temps en temps d'aller chez des amis et je trouvais dans leur cuisine une des casseroles que j'ai dessinées, donc ça les amuse beaucoup de dire ah bon, tu fais des casseroles aussi, je croyais que tu faisais que des tabourets vendus dans des galeries. Donc voilà, ça, pour moi c'est important aussi de trouver cet équilibre là. Et le deuxième intérêt non négligeable, c'est qu'aussi ça paye, c'est-à-dire qu'il y a des budgets dans l'industrie, c'est normal, ça génère des volumes très importants, donc on est rémunéré aussi de manière correcte, et ça fait tourner, aussi moi ça me permettait de faire tourner mon studio, d'être plus à l'aise pour pouvoir faire à côté des choses, toutes les choses que je vous ai montrées, sans être non plus trop juste. C'est quand même difficile le monde de l'édition, de mobilier, d'objets, on en parle, on montre ça dans des magazines, mais dans le vivre, il y a peu de gens finalement qui arrivent à vivre bien juste de ça. Donc là, moi, c'est aussi une activité qui est importante. Récemment, j'ai été appelé par Habitat. Ils ont changé un petit peu leur politique aussi. Ils ont mis un nouveau designer. Ils ont recréé un studio de design qu'ils avaient un peu lâché ces derniers temps, où finalement, tous les produits qu'on trouvait chez Habitat, il y a quelques années, c'était des produits qui étaient achetés, ce qu'on appelle achetés sur étagère. C'est-à-dire qu'ils allaient en Asie principalement, il y a des entreprises qui font ça, ils proposent des vases, des lampes, des chaises. Bon, on va vous prendre ça, et puis ça sera signé Habitat, quel prix vous proposez. Donc c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte, mais c'est la réalité de beaucoup de marques. Et là, ils ont réintégré les gens chez eux, recréé de zéro leurs propres pièces, et de temps en temps, ils appellent des gens comme moi pour dessiner. Donc là, ils m'ont demandé de s'ébûcher sur la table, et la table la rallonge. Ce qui est souvent quelque chose qu'on évite, parce que faire une table c'est bien, mais à rallonge c'est un peu dur, parce qu'on se dit ouais, non, ça va ruiner mon design, c'est moche, je sais pas comment faire. Donc là, et ok, tant pis, on va essayer de faire quelque chose. Donc l'idée là, c'est de dire je joue avec la rallonge. Donc il y a, vous voyez au centre, il y a des assiettes qui sont empilées, mais en dessous il y a une forme ça fait un petit peu comme de la marqueterie. Alors de manière très très simple, hein, c'est juste un bois, un chêne normal et puis un chêne un peu plus clair avec une forme bien précise. Donc c'est quelque chose qui finalement ils arrivent assez bien à faire parce que ça ne demande pas trop non plus, il n'y a pas trop de détails, donc, mais ça crée un effet intéressant. Et quand on allonge la table, la forme évolue et devient autre chose. Donc ça devient un véritable centre de table qui anime l'objet, qui devient vraiment le point d'attraction. Tout en étant quand même relativement discret. On avait essayé aussi de le mettre en couleur, et là finalement c'était le bon équilibre comme ça, juste en 2 tons de bois. Et ça marche bien là, alors ça a commencé il y a quelques mois, mais on disait que c'était dans les numéro 2 dans les ventes, alors que le numéro 1 c'est une table très, très basique en fait, carrée, absolument carrée, sans aucun détail, qui vend depuis 20 ans, qui sera indétrônable. Donc je suis content quand même d'arriver avec quelque chose de plus écrit, plus singulier, à séduire des gens. On va voir si dans le temps ça marche. C'est-à-dire que
effectivement, la neutralité, généralement, passe mieux dans le temps. Mais là, c'était pas non plus le but de faire la version bis. Donc voilà, ça répondait quand même à... Et puis j'ai dessiné aussi une chaise pour Habitat. Donc là aussi, ils avaient une chaise qu'ils ont depuis 20 ans, pareil, ils n'arrivent pas à renouveler. Donc je ne sais pas non plus si elle arrivera à prendre sa place. Mais en tout cas, c'est plus dans l'esprit de choses, je pense, un peu plus fraîches en tout cas. Et puis moi, ça me permet de faire aussi sur des produits à un prix intermédiaire. C'est-à-dire que Habitat, je ne sais pas, c'est sûr, mais c'est pas non plus quelque chose de totalement inaccessible. Et je trouve que c'est un bon rapport aussi pour faire des choses de qualité. Voilà. Et puis là, c'est vraiment de l'actualité très récente. J'ai inauguré il y a quelques jours une nouvelle exposition à la Tour Galerie, donc toujours à la galerie, je suis resté fidèle à cette galerie. Cette fois, en fait, il m'a confié une expo, mais que de tabourets. En fait, c'était ça l'idée. Il me dit, j'aimerais bien que tu t'imagines un tabouret. Alors j'en ai imaginé plein, et il m'a dit, finalement, on va faire une expo avec tous tes tabourets. Donc, tabouret, moi je l'ai pris comme un prétexte plutôt à faire des objets. C'est plus des socles, je les vois moi comme des. Alors, celui que vous voyez en vitrine là, c'est une sorte de petit banc. Mais les autres, que vous voyez là, c'est presque une sculpture. Pour moi, c'est. Là, il y a un travail où on peut s'asseoir dessus, il est à la bonne hauteur, il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi poser des objets, je vois plus comme une petite table d'appoint. Alors, c'est réservé, effectivement, on ne va pas mentir, à une élite, en tout cas pour l'avoir chez soi. Mais pour moi, c'était aussi un travail d'exploration, une bouffée d'air aussi par rapport à tout ce que je peux faire d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit. Mais là, de nouveau, alors là, on s'est attaché à des matériaux qui sont traditionnels dans la sculpture, parce que quand il a vu les formes que je lui proposais, et là, il faut qu'on les fasse en pierre, en bois, en bronze, enfin, on y aille vraiment. Quoi. Donc là, voilà, on est allé dans ces matériaux-là. Voilà, les autres, la pièce en bronze. Je ne pensais pas un jour avoir l'opportunité de faire une pièce en bronze. C'est sûr que quand il m'a dit ça t'intéresse, j'ai dit bien sûr. Donc là, on est allé dans la fonderie qui fait les Césars, les trophées et les Césars. Et donc aussi, rien que pour ça, on a un métier formidable. On va à chaque fois dans des usines, chez des artisans, et ça peut aller jusqu'à ça. Celui de droite, eh bien, c'est aussi des artisans, mais qui sont équipés maintenant avec des machines à commande numérique, donc on peut faire des choses qui sont très fidèles à ce qu'on dessine nous, qu'on peut faire à la main. Hein. Quand on voit des sculptures de Rodin, on aurait très bien pu faire la même chose, c'est pas un problème. Après, c'est une histoire de contemporanéité, de précision, de rapidité d'exécution. Et finalement, avec ces machines qu'on a maintenant, on retrouve un petit peu ce genre de pièces où il y a une certaine sophistication. Et puis, je pense que c'est le dernier projet, oui, parce que c'est le projet qui n'est pas encore sorti. Je vais sortir en début d'année prochaine. C'est Cristal de Sèvres, qui est une grande marque qui existe depuis 1700 et quelques. Donc on connaît Baccarat, Saint-Louis, voilà, c'en est une autre, mais qui va moins bien, qui a failli couler à un moment donné, et puis qui là essaye de se relancer. Et ils ont fait cette démarche d'aller chercher un des designers. Et donc là, moi j'ai dessiné leur première nouvelle collection, et ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient rien créé réellement, donc forcément ils souffraient. Et là, j'ai eu la chance là, de faire des pièces. Vraiment toute une collection complète, donc ça va du verre à whisky, champagne, carafe, tout. Donc au début, ils m'ont dit on en fera peut-être que 3-4, puis finalement on essaie de toutes les faire, ça a un plus fort impact. Et le challenge, c'était ce que je reprochais moi souvent aux collections qu'ils avaient, c'était pour d'un côté, moi j'estimais trop traditionnel, un peu poussiéreux, vu 1000 fois. Bon, ça c'est facile à dire hein, quand on se colle pas vraiment au sujet. Après, quand on doit répondre aux contraintes, et puis finalement, c'est comme quand on dessine une montre ou des lunettes, c'est extrêmement délicat et
il y a des codes, dès qu'on fait une forme un peu différente, ils me disent ah oui, non mais là ça fait faire un bière, là c'est pour du vin d'Alsace, je sais pas quoi. Et donc il faut quand même répondre à des choses, mais tout en apportant aussi un peu de neuf. C'est très compliqué. Mais c'est par des détails, et notamment ce qu'il y a dans le pied. Et je trouvais aussi que souvent il n'y avait pas de rapport entre les verres à pied, style verre à vin, et les verres type verre à whisky ou verre à eau, parce qu'il n'y a pas de pied. Donc là on comprend qu'il y a une espèce de fossé entre les deux. Donc j'ai essayé par cette histoire de galette, de pied, galette, de réunir les deux avec un verre posé sur le pied. C'est un petit peu l'astuce que j'ai trouvée, qui effectivement, pour les retours qu'ils ont pour le moment, les gens du métier en tout cas le voient tout de suite et ils voient vraiment un apport. Donc on est content, on va continuer dans cette direction-là. Voilà, j'en ai fini. C'était le dernier projet. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Je serais ravi de vous répondre. J'ai parlé de beaucoup de choses différentes. Ça a peut-être soulevé chez vous des interrogations. N'hésitez pas. En quatrième année. C'était un séjour de 6 mois seulement. Quand j'étais en quatrième année, on devait partir 6 mois à l'étranger. Donc j'étais à l'école là-bas, pas dans une entreprise, au Polytechnico. Et oui, les cours étaient en italien. Mais l'italien, ça s'apprend vite. Après, au début, on se débrouille vaguement en anglais. Et puis, c'est vrai que les premières semaines étaient assez dures. Parce que, bon, comme tout le monde, au bout d'une journée, à essayer de suivre un prof qui parle italien, c'est crevant. Heureusement, mon prof principal, c'était Andrea Branzi. Et alors, aussi, ça c'était top, c'était qu'ils ont des grands noms comme ça qui enseignent là-bas. Donc rien que pour ça, ça valait le coup. Et c'était une fac, hein. Le Polytechnico, c'est ingénieur, architecte et designer. Il y a, je crois, 15 000 étudiants. 2000 en design. Donc rien à voir avec ce qu'on connaît ici. Moi, l'école à Nantes, c'était minuscule. On avait chacun notre bureau, on pouvait mettre nos affaires, et c'est tout comme ça. Là-bas, c'était les casiers, chacun arrivait, allait au cours, repartait chez lui, totalement froid comme ça. Et donc moi, j'étais assez choqué par ça au début. Du coup, au niveau des études, bon, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. J'ai choisi les cours que je voulais. On était assez libre, des workshops aussi avec il y avait d'autres designers comme ça. Andrea Branzi parle lentement, assez clairement. Finalement, au bout de les 5 premières minutes, on dit non mais ça va, facile. Et puis après, les autres commencent à parler et là on est perdu. Mais c'est une super expérience. C'est tellement grand qu'en fait, il y avait des cours pour l'italien pour les étrangers. Quand on arrivait, on avait un test, on était dans un amphi comme ça, on répondait pour voir notre niveau d'italien, et il y avait 3 groupes. Donc les meilleurs c'était les Espagnols, après bon, les Français avec les Allemands, et puis les Asiatiques, c'était forcément le plus compliqué. Et le soir, en fait, on avait 2-3 cours du soir, et au bout de 2 mois, on parlait à peu près italien, enfin, on se débrouillait. Pas d'autres questions?